Bienvenue sur Objectif Reconversion, produit par Studio 29. Ici, j'accueille des personnes inspirantes avec des parcours uniques. Mon but dans ce podcast est de les mettre en lumière pour vous motiver, vous inspirer et surtout vous aider à sauter le pas. Bon épisode et bonne écoute. Bonjour Caroline, merci pour ta venue sur le podcast Objectif Reconversion. Salut Bélina, ravie d'être ici. C'est réciproque. Avant de démarrer ce podcast, j'aimerais te poser une question. Comment tu définirais ton parcours en un mot ? Sérendipité. Ah ouais. T'as pas dit une syllabe, t'as dit un mot, j'ai choisi le mot le plus long. Alors justement, pour revenir sur ce mot-là, pour que tu nous expliques, est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà quel genre de petite fille tu étais dans ton enfance ? J'étais une petite fille très extravertie, très touche-à-tout. Ouais. Je m'intéressais à plein de choses différentes, j'avais des obsessions aussi. Ah, comme quoi ? Je lançais déjà différents types de sociétés, je pense très très jeune. Je te donne un exemple tout bête. Quand j'allais à la plage, je me disais tout d'un coup, tiens, il faut que je ramasse le plus possible de coquillages parce que je vais créer une nouvelle monnaie. Après, je rentrais à Paris et du coup, à Paris, je m'ennuyais un peu. Je trouvais un hérisson et tout d'un coup, j'étais là, mais en fait, il faut que je fasse un élevage de hérissons. Et j'ai eu plein d'obsessions comme ça. J'ai eu évidemment, comme toutes les petites filles, les Scooby-Doo. Mais tu vois, pareil, les Scooby-Doo, en fait, ça devenait ma vie. Et en fait, j'ai toujours été un peu obsessionnelle dans le sens où j'ai toujours eu des phases. Et même plus tard, dans ma vie d'adulte, en fait, on le réalise parce qu'on a les moyens, quand on est adulte, de réaliser les choses. Ouais. Mais tu vois, quand j'étais enfant, à ma toute petite échelle, dès que y avait quelque chose que j'aimais, j'avais du mal à me dépassionner. Et ça pouvait durer plusieurs mois. Et pendant ces mois-là, tu vois, je te donne un exemple, la littérature. J'allais lire un auteur, mais il fallait que j'ai lu tout cet auteur, tous les livres de cet auteur. Genre quand j'ai découvert Werber, Amélie Nothomb, je me faisais des dizaines de tomes en quelques mois. T'avais quel âge à ce moment-là, déjà ? Là, je pense que je devais avoir 12-13 ans, ouais, des collèges, trucs comme ça. Et t'aimais bien l'école ? Ouais, j'adorais l'école. Ah ouais. T'aimais bien apprendre Ouais. Et j'aimais bien apprendre, et ça a toujours été un peu ma petite fierté. Je te donne un peu un dossier sur moi. Tu sais, on dit les choses qu'on prend vraiment mal, ça dit quelque chose de nous. Moi, un des posts qui m'a le plus blessée qu'on a fait sur moi, c'est quelqu'un qui a dit que j'avais raté mes études. Pourquoi il a dit ça ? Et déjà, c'est faux. Et parce que j'ai fait justement, vraiment, j'ai voulu cocher toutes les cases. Et moi, j'ai toujours eu le syndrome de la bonne élève. Donc, il fallait toujours que je sois au top, avoir le meilleur CV, avoir la meilleure école. Et je me suis beaucoup donnée pour ça dans ma vie. Et c'est vrai que ça me fait rire parce que à chaque fois qu'on me pose la question, oui, c'est quoi le commentaire qui t'a le plus blessé ? En fait, je pense à ça, alors que j'ai reçu évidemment des tonnes de trucs plus durs, des insultes et tout. Mais avoir un post de quelqu'un qui, en plus, c'était un gentil post, Mélina, parce que le mec disait regardez tous ces exemples d'entrepreneurs qui ont réussi en ayant raté leurs études. Du coup, j'étais dedans. Mais je me suis retrouvée de façon un peu reptilienne à répondre dans les commentaires. Évidemment, je l'ai jamais posté, mais à répondre dans les commentaires. Mais j'ai pas raté mes études, j'ai fait ça et ça et ça. Et ça dit trop quelque chose de nous. Ouais. Tu vois, ce qui nous blesse dit vraiment quelque chose de nous. Et du coup, pour moi, les études, ça a toujours été hyper important pour moi. Et je pense à un vrai pilier fondamental sur lequel, tu vois, je me suis appuyée dès qu'il y avait un truc qui allait pas. Je me souviens, même mes parents à la maison, ils disaient « Mais elle est très bonne élève ». Tu vois, ils disaient souvent, genre aux voisins, ou tu vois, quand ils parlaient aux gens, ils disaient « Oui, Caroline, en ce moment, elle a fait ci, elle a fait ça, mais elle est très bonne élève ». Et ça, du coup, ça m'a toujours mis dans ce truc de « Ah, mais en fait, je suis bonne élève ». Ouais. C'est marrant. Et t'as fait quoi comme études ? J'ai fait quoi comme études ? Je me suis pas mal baladée, comme beaucoup de touche à tout. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai fait une école d'alternance. Dans quel domaine ? Non, c'est pas le premier truc que j'ai fait, pardon. J'ai fait tellement de trucs que je m'en souvenais plus. J'ai fait 3 ans à la fac. J'ai eu un des derniers DUG. Maintenant, ça n'existe plus. C'est vraiment un diplôme de dinosaure. Du coup, j'ai fait 3 ans à la fac en lettres modernes. Je voulais être prof de français. Parce que justement, j'adorais enseigner, j'adorais l'école. Et en fait, je suis tombée pendant la grève à la fac. Okay, ouais. Et ça a été le drame de ma vie. Je ne pouvais pas travailler. Quelle horreur. Donc en fait, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Et j'ai monté le BDE de l'université qui n'existait pas. Donc le bureau des étudiants. Et là, en fait, j'ai commencé à faire un peu d'événementiel. Je m'occupais d'organiser les séjours, les soirées étudiantes, l'accueil des étrangers. Aussi, tous ceux qui étaient en Erasmus, tout ça. Okay. Et là, je me suis dit, il y a quand même 2 trucs que j'adore et que j'aurais pas dans mon job de prof de français. C'est le management. Ouais. J'ai toujours adoré manager, manager pas au sens prendre les décisions et tout, parce que ça m'intéressait assez peu. Mais ce que j'adorais, c'était être un leader dans un groupe et en fait apporter des idées, motiver, coacher.
Ouais. Ça, j'aimais trop. Et la deuxième chose, c'était la communication. À ce moment-là, en fait, Chasse le naturel, il revient au galop. Mon père était journaliste. Ok. Et je pense que j'osais pas trop en rêver parce qu'on a fait partie d'une génération où, à l'époque, on nous disait partout, c'était bouché. Moi, je Ouais. me souviens, dès que je voulais faire un truc et je voulais être psychologue, c'est bouché. Journaliste, c'est bouché. Prof, c'est bouché. Et Oui, en donc fait, t'osais pas trop prendre ouais. cette voie-là. Et journaliste, j'ai jamais trop osé en rêver. Et en fait, à ce moment-là, comme il faut faire la promotion finalement des soirées, des Ouais. événements, ben, je me rends compte que je suis assez forte en communication. Et donc, comme la grève se prolonge à la fac, je décide de partir. Ok. Et là, bah, je te la fais courte. Je fais une année d'alternance chez Virgin Megastore. Ah ouais, c'est une belle boîte. Ouais, une belle boîte. Ouais. Et en même temps, j'arrive au moment du plan social. Donc, Ah. tout s'effondre. Il y a plein de gens qui sont mis à la porte. En plus, c'est un peu triste parce que c'est vraiment le genre de boîte où, en fait, il licencie que les gens d'un certain âge. Donc, en fait, nous, on est les jeunes qui venons d'arriver et qui restons. Et t'as vécu ça comment? C'était pas dingo. C'était pas Ouais. dingo. Après, j'ai eu vraiment un job tellement merdique, humainement parlant, que je pense ça a effacé cette expérience chez Virgin parce que, mine de rien, à part la culpabilité de te dire ah, la société, elle est injuste et en fait, on est dans une société très jeuniste où de plus en plus les jeunes ont raison et en Ouais. fait, les vieux doivent se taire et pas coûter trop cher et se casser. Et en fait, ça, c'était juste une première observation de ça. Mais si tu veux, ça m'a pas atteint moralement, enfin, en termes de valeurs et de mœurs, parce que j'y étais pour rien. Oui. Il y a quelques années plus tard, j'ai fait un job, on aura peut-être l'occasion d'en parler, où en fait mon taf aux États-Unis a été d'aller dans les magasins virer des gens. Oh. Et ça, je peux te dire que ça, en termes de morale, ça, c'était compliqué. Mais Et comment t'as accepté ce poste-là, justement? Parce que ça doit Bah, pas je te- être facile. je te raconterai si tu veux, mais je vais trop m'écarter de ta question, mais Ok. je te raconte, Ça marche, je te on raconterai reviendra dessus après. après. Mais du coup, mes études, ça a été du coup 1 an d'alternance chez Virgin que j'ai adoré. J'avais un job incroyable. Ça a juste été un climat difficile. La fin, en fait, des biens culturels non numériques. Enfin, tu vois, c'était la chute d'un empire Virgin Mega. C'est en fait la musique et les films se consomment essentiellement online et les livres bientôt aussi. Ouais. Donc, on fait table rase. Mais par contre, j'ai appris plein de choses. Et puis surtout, je suis arrivée sur un domaine, le digital, en plein essor. Et ça, j'ai très vite compris que quand tu es jeune et que tu te positionnes sur des thématiques nouvelles, tu as une prime énorme à l'accès versus te mettre sur des vieux métiers, entre guillemets, sur lesquels, en fait, pour être bien payé, pour être valorisé, il faudra forcément avoir 10 ans d'expérience. Donc, il n'y a rien à faire, même si tu as du talent. Et là, je me dis, en fait, go sur les nouveaux métiers, parce que tout de suite, tu peux devenir la plus senior de la pièce, juste parce que ça vient de commencer et t'es là. Et ça a été un peu la première leçon pour ceux qui nous écoutent. Moi, je pense que c'est ce que j'ai fait dès le départ de bien, c'est me positionner. Au lieu de partir sur un domaine saturé, me positionner sur des trucs qui viennent de sortir. Et du coup, je finis mes études par une année au CELSA, donc l'école la plus prestigieuse que ma mère voulait absolument que je fasse, à tel point que c'est elle qui m'a inscrit au concours. Dans mon dos, j'aurais jamais osé en rêver, honnêtement. Et puis moi, je suis pas très... En fait, j'adore l'école, j'adore me dépasser, mais j'aime pas trop la compétition. J'aime pas les ambiances de merde. Moi, j'étais un petit peu la première quand il y avait des trucs où je voyais qu'il y en avait qui étaient prêts à tout pour gagner. Je leur laissais la place, enfin la flemme, tu vois. Ouais, j'aime pas. Ouais, j'aime pas en fait, j'ai une nature hyper collaboratrice. J'aime que les gens soient bien. J'aime que les gens m'aiment aussi. Et du coup, ça fait que je suis un assez mauvais compétiteur parce que moi, ce que je veux à la fin, c'est que les gens soient contents et d'être appréciés, d'avoir passé un bon moment. Donc les concours, pas du tout pour moi. Et pour autant, du coup, ma mère m'inscrit. Et jusqu'au dernier moment, j'ai cru que je l'avais pas. Et en fait, j'ai majoré le concours. Donc, c'était un shot d'adrénaline de fou. Et je pense que ça m'a donné beaucoup confiance. Et c'est un autre conseil qu'on peut donner à ceux qui sont perdus, qui osent pas passer les concours. C'est vraiment une bêtise de pas oser passer les concours parce qu'on n'a rien à perdre. Et potentiellement, derrière, ça donne une confiance de ma boule. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu as fait du coup après ce concours? Parce que tu devais être comme une ouf. Comment t'as géré ça du coup? Déjà quand j'ai su que j'avais l'écrit, je me suis dit ouais, c'est pas possible, va falloir faire l'oral, je vais jamais y arriver. Et l'oral, je me suis préparée, mais vraiment, enfin, je dormais plus.
J'étais non-stop, j'emmerdais tous mes potes pour qu'ils me fassent passer des oraux. Du coup, je me souviens encore, mon mec de l'époque, il n'en pouvait plus parce que j'étais là. On l'a refait, mais cette fois, je veux vraiment que tu sois encore plus dur que ça. Et il était là, genre, mais Caro, on vient de le faire 10 fois. Puis de toute façon, il me disait, on peut pas vraiment préparer un oral. Tu sais pas sur quoi ça va tomber. J'étais là, on le refait. Et c'est vrai que ça, c'est ce truc, tu sais, c'est l'irrécupérabilité de la perte. C'est comme quand tu joues au casino. Tu te dis toujours, ou quand t'attends un ascenseur, ah bah là, j'ai déjà attendu 20 minutes, j'ai déjà mis 20 €, c'est sûr que la récompense est proche. Ouais. Et ça, c'est assez dur dans le concours, quand il y a 2 parties. Et quand finalement, en fait, t'as fait la moitié du chemin. Et je voulais vraiment pas le rater. Et franchement, il y a personne qui s'est préparé à l'oral comme moi. Et pourtant, j'étais vraiment une quiche. L'oral, ça a toujours été mon point faible. Ah ouais, t'étais pas à l'aise à l'oral? Enfin, déjà, si j'arrivais à arriver sans avoir vomi mon petit déjeuner, sans être blanche comme un linge, T'étais angoissée, j'étais stressée. angoissée de fou. Ouais. Après, il y a une chance que j'ai toujours eue, c'est que mon stress ne se voyait pas. Et je me souviens quand j'étais gamine et que je faisais des exposés, à la fin, tout le monde me disait « Waouh, c'était trop bien !» Et moi, en fait, tu sais, j'étais à moitié malade, j'avais la vue qui se brouillait quand je sortais de l'estrade. Ah Tu te ouais. souviens, il y avait des estrades, le repère vraiment de boomer. Mais je me souviens, quand je descendais de l'estrade, j'étais coussi coussa. Et je me souviens toujours de mes potes qui me disaient « Waouh, c'était trop bien !» Et en fait, de la dichotomie, de la différence de fou entre mon ressenti et mon regard sur ma performance médiocre, et ce qui s'était passé dans la vraie vie, c'est-à-dire que j'avais en fait comme un espèce de surmoi, tu sais, parfois le moment où ton cerveau reptilien, en fait, il prend le dessus, il assure dans une situation de crise, et ça fait souvent ça. Les gens, par exemple, quand ils sont survivants des attentats, des choses comme ça, ils disent en fait, je me souviens de rien. Moi, je pense que ça me met tellement dans le rouge, ça me fait tellement stresser de prendre la parole, que c'est mon cerveau reptilien qui tient, qui assure la perf. Et ça m'est arrivé encore hier, je faisais une présentation au Grand Rex, donc c'est une salle de 3000 personnes, qui est hyper impressionnante. Et en fait, je présente mes slides, et à un moment, j'ai le réflexe qu'on a tous quand on fait une présentation, on se retourne pour voir si l'écran de retour, il est bien coordonné, pour être sûr que t'es pas devant un écran noir et que tu déroules ton truc. Et en fait, je me suis retournée, et là, j'ai vu la taille de l'écran du Grand Rex de la grande salle, les Parisiens savent. Et j'ai cru que j'allais tourner de l'œil. Et tu sais, je me suis retournée comme les gens qui ont le vertige. J'ai fait « Oh, waouh !» Genre vraiment, je me suis retournée, j'étais là genre « Waouh, cet écran est immense, ne te retourne plus, Caro !» Et ça m'a fait hyper ventiler, tu vois. Et tout le monde m'a dit « Mais ça se voyait pas du tout !» Moi, j'ai perdu tout ce que je devais dire dans les premières minutes. Je me souviens de rien. C'est comme si on m'avait assommée avec une canne. Ouais. Mais c'est fou parce que tu dis que t'étais hyper gênée de parler à l'oral, mais aujourd'hui, tout ce que tu fais quand même, tu fais ça au quotidien, quoi. Donc, et je continue même à m'entraîner, mais parce que en fait, je me rends compte de l'immense pouvoir du travail. Et ça, franchement, on en parlait en off tout à l'heure sur le fait que mon podcast, quand il a explosé, tout le monde m'a dit « Ah, comment t'as fait ?» tout ça. Et en fait, j'ai bossé comme une dingue. J'ai tout fait de A à Z pour que mon podcast cartonne, c'est-à-dire que j'étais genre ma propre stagiaire, je mangeais plus, je dormais plus, je buvais plus, et c'est vraiment les trucs où on dit il faut pas le dire, faut pas faire l'apologie du hard work, mais en fait, si je dois répondre sincèrement, à chaque fois dans ma vie que j'ai voulu quelque chose, je l'ai eu parce que j'ai bossé comme une cinglée. Et l'oral, tu vois, quand on me dit « Ah, t'as fait des cours de théâtre ?» Non, j'ai pas fait de cours de théâtre, mais ça fait juste 4 ans que je me bute dès qu'on me propose de prendre la parole, je me dis pas j'ai peur, je me dis pas j'ai la flemme, je me dis pas je suis fatiguée, j'ai des boutons, je suis mal habillée, mon mec vient de me larguer. Je me dis pas ça, ça s'est pas passé. Mélina, elle s'est dit ça peut arriver. Ce que je veux dire, c'est que même si je suis dans un état dramatique, en fait, moi je me lève et j'y vais. Et c'est vraiment un truc que j'ai eu pendant toute ma carrière, tu vois. C'était genre, en fait, pas d'excuses. Ouais, bah oui, t'as pas eu le choix en fait. Je pense que ça fait ta force aujourd'hui et la personne que tu es aujourd'hui. On a toujours le choix. Tu vois, moi, ma meilleure amie qui a un caractère très différent de moi, j'essaye de la coacher, mais sans être trop. Mais tu vois, quand elle me demande de l'aide sur des trucs, ok, bah en fait, tu veux mincir, va à la salle. Tu veux trouver un travail, envoie 50 candidatures par jour. Et je pense que ça vient pas tout seul. Et je pense qu'on a toujours le choix, en fait. Mais la question à te poser, c'est si t'es pas capable d'en chier pour que ça se réalise, c'est que tu le veux pas suffisamment. Moi, c'est ce que je me dis. Oui, je suis complètement d'accord. Je partage le même avis. Et donc, après ce concours, donc t'obtiens ce concours-là, quel job tu fais? Qu'est-ce que tu fais, du coup, après ça?
Je pars aux US parce que c'est encore tu vois, une histoire de lacune. Je pars aux US parce que je parle pas un mot d'anglais. En fait, pendant toute ma scolarité, pendant toutes mes études secondaires, j'étais ouvreuse à l'Opéra de Paris et je travaillais du coup tous les soirs. Trop bien. Pratiquement tous les soirs. Et du coup, l'opéra, ça commence à 18h. On prenait le service à 18h. Ça finit environ à minuit. Ouais. Et du coup, les cours du soir à la fac, je les avais pas. Et c'était quoi mes cours du soir? L'anglais. Ah oui, donc forcément, t'as eu. Et en fait, de base, j'ai jamais été mauvaise élève. Donc, je suis arrivée à la fac avec un bon niveau d'anglais. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'après, pendant 3 ans, j'ai pas pratiqué. Et en fait, 3 ans sans pratiquer l'anglais dans des années où tout le monde est en école de commerce et a une pratique assez intensive avec des stages à l'étranger et tout, je peux te dire que l'écart, il était dramatique. Et du coup, quand je suis arrivée au CELSA, je me suis retrouvée avec des super bonnes notes parce que je bossais partout, sauf un retard irrattrapable en anglais où j'étais vraiment genre la dernière du dernier groupe. Et même en travaillant d'arrache-pied toute l'année, j'étais toujours mauvaise. Et surtout, j'avais un accent où dès que je prenais la parole, c'était le spectacle. Tout le monde se retournait. C'était genre, mais qui est-ce qui parle aussi mal anglais? Enfin, vraiment, Ouais, l'accent, tout ça, c'était compliqué. C'était vraiment une catastrophe. Et du coup, je me dis, il y a pas le choix, tu vois, encore une fois. Je me dis, là, en fait, si je veux vraiment corriger ça, il faut que je parte. Mais pourquoi les US? Que tu aurais pu partir à Londres, tu aurais pu partir... C'est clair. Et d'ailleurs, mon premier choix, et ça, j'en parle très peu, mon premier choix, c'était Singapour. Ah ouais? Et je devais aller chez, comment ça s'appelait? Auditoire. J'avais trouvé un stage dans une agence événementielle à Singapour. Auditoire, très, très belle agence événementielle. Et en fait, ça s'est pas fait. Pourquoi? Ça s'est pas fait. Je crois qu'il y a eu une histoire de visa ou un truc comme ça. C'est un peu trop loin pour que je me souvienne. D'ailleurs, ça ne me rajeunit pas du tout cette phrase. Mais je sais plus pourquoi. Mais je décroche ce truc-là. Et au final, c'est l'ascenseur émotionnel, ça se fait pas. Mais c'était pas le premier ascenseur émotionnel de ma vie. Donc en fait, je l'ai complètement oublié tellement il y a eu pire après. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je me retrouve à rechercher autre chose et qu'on arrive via notre réseau. Parce que, en fait, les meilleures opportunités, c'est toujours le réseau, surtout dans ces périodes-là de ta vie. Donc, en fait, via mon mec de l'époque, je décroche un entretien pour un stage à New York. Trop bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le mec me propose, du coup, un stage de 6 mois en chef de produit pour Volvic, de l'eau. Et du coup, ces 6 mois, ça part, c'est exactement dans les clous de ce que je recherche comme stage et tout. Je me dis, OK, je le fais. Et en fait, plus le temps passe... Tu parlais pas un mot anglais, tout ça Alors, je me dis, je le fais, mais je suis toujours à Paris à ce moment-là. Ah, ok. Donc, j'accepte le stage. Ok. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais plus le temps passe, plus je me dis... C'est pas bon. Je le sens pas. Je me dis, Caro, tu vas aller vendre, en fait, chef de produit, pour ceux qui connaissent pas ce métier. Il s'agit d'organiser, en fait, les différents stocks. Okay. Donc, ça s'appelle des SKU. C'est les catégories de produits que tu as. Donc, tu vas avoir Volvic fraise, je vous dis des bêtises, Volvic gazeux, Volvic machin. Et en fait, vous avez aussi différentes tailles. Donc, ça, c'est encore des nouveaux SKU. Volvic gazeux 1 litre, Volvic plat 50 centilitres. Et en fait, tout ça, c'est des SKU numbers. Et votre job, quand vous êtes chef de produit, c'est de gérer les allocations de SKU number. Donc, en fait, c'est un travail de chef de projet, un peu logisticien. Et c'est un travail passionnant parce qu'à la fin de l'année, tu regardes ce que tu as vendu. Et du coup, c'est tous les jobs qui sont très, très distribution, retail. Faut avoir une superbe casquette analyste/opérationnel pour toujours vérifier où sont tes camions, où en sont les livraisons, qu'est-ce que tu as vendu le plus, qu'est-ce que tu dois pousser comme gamme en fonction de tel magasin. Oui, c'est hyper intéressant. Mais... C'est très intéressant, mais en fait, la partie très intéressante du taf que j'adore, qui est de l'analyse, elle arrive à la toute fin de l'année. En fait, à la fin de l'année, tu tires des conclusions de « Ok, comment est-ce que je vais réapprovisionner ?» Et à ce moment-là, je me dis, moi qui ai la bougeotte, je vais péter un plomb dans un job. C'est un job Excel où tu es en fait sur des tableaux Excel et où en fait on te donne des chiffres et tu dois faire du reporting. Et la partie analyse et du coup créative, elle arrive à la toute fin. Et surtout sur de l'eau. Je pense que si tu fais ça, par exemple, j'ai des amis qui ont fait ça dans la cosmétique et tout, c'est trop intéressant parce que tu peux regarder les tendances évoluer. Sur de l'eau minérale, les gars,
Et en plus, il y avait pas, je vous ai menti, il y a pas Volvic fraise, il y avait pas Volvic gazeux, il y avait que de l'eau plate dans toutes les tailles. Donc en fait, je me suis dit, je vais quand même m'emmerder. Ouais. Et je te la fais courte. Je fais le truc qui est un peu une phobie quand t'as une vingtaine d'années. Je rappelle le boss après avoir pris le poste pour dire, Tu ne viens plus. finalement, je le sens pas. Et là, en plus, t'as tout, quand t'as un peu le syndrome de la bonne élève, t'as vraiment la sensation de, faire ta princesse. Tu penses à tous ceux qui n'ont pas eu les opportunités. Ouais. Hein, tu penses à tous ceux qui ont été appelés, qui voulaient le job et qui l'ont pas eu. Tu penses à ton boss qui t'a fait confiance et en fait, t'es en train de lui mettre à l'envers alors qu'il a déjà dit non à tout le monde. En fait, t'as genre 1 milliard d'options pour culpabiliser. Et ça a été un moment, genre honnêtement, c'est un truc que j'ai rarement fait dans ma carrière, de mettre des faux plans. Et donc ça n'a pas été facile. Mais à ce moment-là, en fait, s'opère un pivot et c'est aussi une leçon qu'on peut donner à tous ceux qui sont en train de se lancer ou de se relancer. C'est en fait, quand tu déclines quelqu'un, offre toujours une alternative. Ouais. Parce que ça permet de préserver la relation et en plus de créer une relation plus juste. Le moment où j'ai dit à mon boss, je veux pas prendre ce poste-là parce que j'ai réfléchi et voilà. Déjà, j'ai présenté la chose de telle façon qu'il y voit son bénéfice. C'est en fait, je lui ai dit, si je prends ce poste maintenant, je vais jamais être la meilleure personne pour l'opérer. Ouais. Sur la durée, je vais pas être bonne. Je préfère pas vous faire perdre plus de temps. Donc en fait, tout de suite déjà, je me suis être honnête et se placer dans la perspective de l'autre pour que l'autre comprenne qu'en fait, même si tu lui fais faux bon, c'est pour une relation plus juste. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai proposé du coup immédiatement une alternative. Et cette alternative, je le savais pas, mais ça a écrit mon étape d'après. C'est que je me suis dit, Caro, en fait, quelles seraient les conditions pour que tu lui dises oui ? Et c'est un vrai truc dans la vie. Quand tu dis non à quelqu'un, bah, propose-lui les conditions du oui. Comme ça, il pourra jamais le prendre personnellement. Et là, je lui ai dit, en fait, Volvic n'a pas de réseaux sociaux propres. Volvic n'a pas de plateforme digitale optimisée. Aujourd'hui, vous êtes tributaire d'une agence qui vous facture dès que vous avez un changement à faire. Bah moi, en fait, si vous me recrutez en interne, je peux reprendre tout le digital, je peux vous faire des réseaux sociaux au propre et je peux vous livrer ça clé en main en 6 mois et former quelqu'un pour que, à la fin de mon stage de 6 mois, vous soyez indépendant de votre agence et qu'en plus, vous ayez formé quelqu'un qui prenne la relève après. Et là, en fait... Alors, au début, donc effectivement, le mec est un peu sidéré et moi, comme je suis dans ma culpabilité, je me rends pas compte. À l'époque, je me suis fait conseiller, évidemment. Il y a plein d'adultes qui m'ont expliqué ça. Oui, t'as été entourée. C'est pour ça que ça me fait plaisir de le redistribuer parce qu'en fait, c'est jamais un réflexe de se dire, quand on dit non, il faut poser les conditions du oui. Personne réfléchit comme ça. Quand tu dois dire non, en général, ça sort mal, t'es mal à l'aise, tu passes pour un malpoli. Donc en fait, le fait de me faire accompagner, de demander de l'aide, déjà, il y a des adultes qui m'ont expliqué comment faire ça. Et au début, je me suis dit, le mec... va jamais me pardonner, puisqu'en plus on est dramatique. C'est comme quand tu te fais punir en CM2, ta vie s'arrête, quand t'as un mot sur le carnet. C'est la fin du monde. Voilà, c'est la fin du monde. Et en fait, il me dit très bien, je vais y réfléchir. Je me dis, ok, basta, il va jamais me rappeler. Au moins, il te dit pas non, c'est déjà... Ah bah, il m'a pas dit non, mais en fait, les ricains, ça c'est aussi un conseil qu'on peut donner. Quand un ricain te dit, je vais y réfléchir, considère que c'est dead, c'est enterré. C'est vraiment genre tu prends la pelle et creuse ta tombe. Genre un ricain qui dit je vais y réfléchir, it's amazing. Maybe later, ok. Genre ça sert à rien. Ouais. Donc en fait à ce moment-là j'ai très peu d'espoir. Mais ce qui se passe c'est que évidemment autre chose intéressante à apprendre sur les échecs, ne jamais rester dans un échec. Donc en fait, il faut continuer à bouger. C'est comme quand tu as un accident de cheval. Il faut pas arrêter de voir un cheval pendant 6 mois. Faut dès le lendemain, en fait, continuer. Alors, t'es pas obligé de remonter et de partir au galop. Mais en fait, il faut pas perdre l'acculturation. Et j'ai fait ça avec les jobs. Donc, au lieu de me mettre sur un canapé en mode Bridget Jones en disant j'ai tout perdu en mangeant des chips, dès le lendemain, je me suis dit, en fait, il faut que je repostule. Et je suis remontée en selle et l'idée, c'était comment est-ce que je peux faire pour retrouver un stage le plus vite possible. Et j'ai recommencé à postuler partout. Ah ouais. Mais ça, c'est bien parce que le moment où tu te prends un vent, tu sais, c'est un peu comme une rupture, te remettre dans un climat de dating, en fait, ça te permet de pas te laisser aller dans l'engrenage infernal de « Ah, mais je suis qu'une merde, du coup, vu que je suis qu'une merde, j'intéresse personne, et vu que j'intéresse personne, bah personne vient. » Et en fait, j'ai fait exactement pareil, je me suis dit « Ok ». Là, entretien. Et à chaque fois, en fait, ça m'a permis de pas déprimer parce que je me remettais. Je me souviens, j'avais passé un entretien chez Aigle.
Ouais. qui m'avait pris et c'est moi qui avais refusé. En fait, c'était bien aussi parce que je me suis remis dans la position où j'obtenais des choses. Ouais. Et du coup, j'ai fait ça pendant 2 mois. Et je trouvais pas la pépite, je trouvais pas le stage, mais j'ai pas arrêté en fait d'essayer de chercher. Et au bout d'un moment, le téléphone a sonné. Et là, quand je te dis les parcours roller coaster un peu, le téléphone sonne et le mec du coup de Volvic Ouais. m'appelle et me dit en fait c'est bon. J'ai présenté ta proposition à Danone, donc en fait ça avait mis plein de temps et j'avais zéro nouvelle, hein. Donc moi j'y pensais Ouais, même plus. tu pensais que Tu c'était passes vraiment à autre mort. chose. Ouais. Et puis tous mes potes se foutaient de moi en mode ah Caro ça t'apprendra à avoir les yeux plus gros que le ventre. Du coup maintenant t'as rien, t'étais la première à trouver ton stage et maintenant ça te fait quoi? Tout le monde a trouvé sauf toi. Mais Ouais. c'est pas méchant, hein, mais Oui, c'était oui. des vannes, c'était de bonne Mm. guerre. Et en fait à ce moment-là, le téléphone sonne et sans transition le mec me dit ça a pris des mois parce qu'en fait j'ai dû attendre tel congrès de Danone de machin. Et il me dit en fait c'est bon, est-ce que tu pourrais commencer la semaine prochaine? On a un séminaire à Los Angeles. Ah ouais. L'ascenseur émotionnel Ah de bah ouf, je ouais. passe de la sous-loseuse. Mais c'est l'histoire de ma vie. J'ai l'impression qu'à chaque fois, la vie, il y a quelqu'un au-dessus de ma tête, tu sais, qui me fait faire des gros jumps. Et en fait, là, bah, du coup, du jour au lendemain, je suis la LA girl qui a décroché genre un super job et on m'envoie juste pour un séminaire. C'était une espèce de formation, un onboarding. Mais en fait, quand tu es en stage, pour ceux qui nous écoutent, jamais personne n'a été mis dans une situation de stage comme moi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, et j'ai un peu grossi l'histoire pour vous la faire courte, mais en fait, je lui dis, moi, ma condition pour accepter, ce serait ça. Et en fait, à ce moment-là, il me propose du coup de partir exactement dans les conditions que j'ai souhaitées. Mais il me dit, en fait, si ça se passe bien, je voudrais que tu restes 2 ans. Ah ouais, donc il te proposait direct un contrat en fait. Mais en gros, moi, je lui avais dit, c'est 6 mois, j'étais jamais allée aux États-Unis. Ouais. Hein. Et surtout, n'oublie pas L'anglais. que, C'est ça. que je suis une fraude atomique à ce moment-là. Enfin, je suis pas une fraude parce que j'avance avec la contrainte. Et c'est vraiment un truc d'entrepreneur. Ça aussi, ça m'a sauvée dans ma vie d'entrepreneur. C'est en fait, on te dit, est-ce que tu peux faire ça? Tu dis oui. Mais c'est pas, tu dis oui et tu délivres pas. C'est vrai que le moment où je dis oui, je sais pas le faire. Mais par contre, je sais que je vais me défoncer et que le truc va sortir. Je vais juste apprendre à en accélérer sous la contrainte. Et là, en fait, j'avais bossé les entretiens comme une zinzin. Et je me dis juste, le moment où je suis prise, je vais bosser l'anglais comme une dingue. Ouais. Sauf que j'avais plus qu'une semaine pour devenir bilingue. Oh là là. Donc ça rétrécit un peu mes choix. Et surtout, à ce moment-là, j'ai une peur panique de l'avion. Ah. Et quand t'as il peur me de dit, l'avion. viens nous rejoindre, à l'époque, il n'y avait pas en plus tout ce qu'on sait maintenant sur le climat et l'empreinte carbone. Enfin, ça commençait, mais on n'était pas. Il y avait personne qui disait faut pas prendre l'avion, tu vois, par exemple. C'est fou. Et du coup, il m'emmenait quand même. C'était bim, avion, et c'était New York et Los Angeles. Donc ça faisait 7 heures. Enfin, c'est bête, mais quand t'es phobique de l'avion, tu comptes les heures. Ah bah oui. Et donc ça faisait un peu deux choses d'un coup qui me faisaient peur. Mais c'est un problème de riche, faut pas se mentir. Et à ce moment-là, je suis trop contente. Et commence mon aventure aux États-Unis, où effectivement, je parle pas du tout bien anglais. Le vrai problème n'est même pas de parler, c'est de comprendre. Parce que quand on parle, je suis là, what the fuck, la fin de la phrase arrive et je suis là, j'ai rien compris. En plus, c'est pas le même accent. Anglais, américain, enfin, ils ont un accent. Alors moi, j'avais aucun des deux, mais l'accent américain Ouais. est très facile comparé à l'accent anglais. Pour ceux qui en sont allés à Londres et tout, vous êtes des chefs, hein, parce que franchement, moi, à Londres, j'ai encore du mal avec l'accent british, alors que l'accent américain, il est très souple. Et le truc qui m'a aidé aussi, c'est que les ricains sont hyper patients et hyper bienveillants avec les gens qui ont des accents et tout. Tu sens que c'est vraiment une population hyper mixte. Et en fait, quand tu arrives avec ton accent, tout le monde trouve ça incroyable. Alors qu'en France, ceux qui se tapent un accent, même les accents du Sud, ah là là, ah oui, machin, elle a l'accent du Sud, et je le sais. Jugement. Ouais, et en faisant du podcast, tu vois, il y a plein de fois où on m'a dit, ah, mais prends pas un tel, il a un accent canadien. Et en fait, rares sont les personnes qui, quand le podcast est sorti, m'ont dit « Ah, mais moi, j'adore entendre un accent canadien. » Moi, j'adore entendre un accent canadien, tu vois. Mais en France, on n'a pas trop l'amour de l'exotisme, quoi. Et quand tu arrives, du coup, à New York, donc ce stage, je suppose que tu le kiffes, du coup, non? Ouais, en fait, le départ est quand même très difficile. À ce moment-là, je suis en couple avec mon mec. On habite ensemble. Et du coup, pour ceux qui l'ont connu, c'est assez difficile parce que tu pars d'habiter à deux, d'une vie commune, conjugale, en fait. Parce qu'en plus, mon mec a 30 ans à ce moment-là. Moi, j'en ai 20, 22. Ouais. Mais lui, du coup, il a 30 balais. Donc, tu sais, on a vraiment une vie de CDI, quoi, tu vois. Et du coup, du jour au lendemain, je suis toute seule dans une coloc. Ah ouais. Et c'est vrai que pour ceux qui ont vécu cet écart-là, je pense encore passer de l'expérience de je vis en couple
Je vis seule dans un appartement à Manhattan, ça va. Moi, j'étais dans une coloc de 6 personnes. Il y avait des faux murs. En fait, c'était bien payé pour l'époque. Je me souviens, je gagnais $2 200. Ah oui. Donc, en fait, c'était hyper bien payé pour un stage. Je pense que j'étais le stage le mieux payé de ma Ouais, promo. c'est très bien payé. Ce qui déjà me donnait l'impression d'être une fraude parce qu'ils étaient là. Ouah, Caro, la pire élève en anglais, elle décroche un taf bien payé à New York. Genre, tu vois, ils se disaient, mais what the fuck, mais comme quoi tout est possible quand tu bosses. Et en fait, ce qui a été difficile, c'est que $2 200, ça a beau faire rêver sur le papier. En fait, le premier appart que je prends, il me coûte $1 200. Ah ouais, c'est cher. Là. Et c'est un truc de merde. Et comme je bosse en banlieue, parce que je me souviens, en fait, New York, c'est un État. Donc, en fait, c'est très grand. Ouais. Donc, moi, je faisais quand même 40 minutes de train par jour pour aller au travail. Et en fait, à ce moment-là, je suis obligée d'habiter à côté de la gare, la Louse. Donc, je suis à côté de Grande Centrale. Donc, je suis dans un quartier de merde qui vaut cher. Et du coup, dans des apparts un peu pas frauduleux, mais tu sais, genre moi, mon landlord, j'ai signé aucun papier. Je paye en cash dans une enveloppe. Ah oui, d'accord, ouais, voilà. c'était pas... Ouais. Et alors, comment ça se passe du coup parce que tu es dans une autre ville, t'arrives à t'adapter facilement? Alors, facilement, honnêtement, oui. Ouais. Globalement, je suis quand même quelqu'un... La chance que j'ai, c'est que j'adore les gens et j'adore faire des rencontres. Ok. Donc, mine de rien, tu me mets toute seule dans un endroit, l'inconfort passe assez vite. J'aime vraiment ça, j'aime vraiment la découverte. Mhm. Donc, je m'adapte bien. Mais ça veut pas dire que... C'est pas parce que tu t'adaptes bien que c'est pas difficile. Ouais. Et il y a quand même eu une période où, justement, pour quelqu'un d'extraverti qui a l'habitude d'être très entouré, je me suis retrouvée vraiment, vraiment seule. Ouais, justement, comment t'as géré Ouais. ça? Parce que ça n'a pas dû être facile, t'as tout quitté en fait pour venir à New York Ouais. avec des gens que tu connaissais pas. Ouais. Et vraiment toute seule parce que tu vois, j'ai toujours eu mon mec et plein d'amis. Et j'ai Ouais. toujours été un peu. C'est toujours Très été entourée. très entourée. Je m'entourais beaucoup et j'entourais beaucoup les autres aussi. Mais j'ai toujours une personnalité intense Ouais. et du coup très, très intense en amitié. Et là, tout d'un coup, c'est vrai que, tu vois, un truc dont je me souviens qui me donnait vraiment mal au ventre, c'est que le téléphone ne sonnait pas, personne ne m'invitait en soirée. Et en fait, quand t'as 21 balais, les soirées, c'est ta vie. Moi, je me souviens, on avait 1 ou 2 soirées par soir avec ma meilleure amie, on se préparait, on avait une vie comme ça très festive. Et c'est vrai, quand t'arrives à l'étranger, le temps de te faire inviter aux soirées, parce qu'en fait, les gens t'aiment bien, mais pas assez pour t'inviter. Ouais. Donc moi, je m'étais fait des amis au travail, mais il y a eu au moins, et franchement, c'est pour ça que je te dis, c'est toute proportion gardée, je pense que c'est 3 semaines, pas plus, mais il y a eu 3 semaines que j'ai passé tous les soirs. J'avais pas de sortie. Je connaissais personne. Et en fait, le premier ami, il est dur à trouver. Une fois que t'as un ami, Ouais. t'en as plein. Mais c'est comme le premier stage. En fait, tout le monde te dit quelle est ton expérience. En fait, tu débarques seule en soirée. Déjà, non, tu débarques pas seule en soirée parce que t'es pas invité. Et du coup, t'as vraiment ce problème de la première personne. Et quand j'ai commencé à avoir ma première amie, je me souviens, elle s'appelait Julie Beurrier. Je me suis fait une amie du coup au travail qui m'a dit peut-être, tu vois, au bout de 3 semaines à regarder mes collègues comme ça, peut-être tu pourrais venir Caroline ce soir si t'as envie. J'étais là, ouais, c'est quelle heure? Ouais, je suis dispo. Je suis dispo tout de suite, on y va maintenant. J'étais trop contente. Et après, ça a été, et mes colocs, je l'ai pas dit, parce que je pense que normalement c'est un truc très positif d'avoir des colocs, et moi mes colocs étaient tous d'une autre génération. C'était vraiment une coloc très new-yorkaise où les gens habitaient là pour être proches de la gare. Et en fait, ils avaient 30, 40 ans et tout le monde était dans sa chambre. Il y avait genre zéro... vraiment, tous les soirs, j'étais toute seule dans ma chambre avec un livre ou MSN. Oui, à l'époque, MSN, oui. Oui, il y avait peut-être autre chose que MSN, j'exagère un peu, mais Facebook. Mais en tout cas, il y a une période où j'ai apprivoisé la solitude, mais aussi, je vais te dire, tout le bénéfice aussi de la solitude, c'est que c'est la première fois de ma vie où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais libre. Ouais. Parce que quand tu es tout le temps entouré, tu fais aussi tout le temps ce que les autres te demandent. Alors que là, tu fais vraiment toi ce que tu souhaitais, Ouais. quand tu voulais. En fait, je faisais pas ce que je souhaitais parce que ce que je souhaitais, c'était désespérément être validée par les autres. Donc, sortir, avoir des amis, être approuvée, validée. C'était l'immense soif de reconnaissance que j'avais. Mais en fait, je faisais tout le temps quelque part avec les voix des autres, avec ce qu'on décidait pour moi, avec ce qui était cool et ce qui était attendu. En fait, le moment où je me suis retrouvée toute seule, je me suis posé la question, c'est bête, mais de ce que j'aimais faire, de ce que j'avais envie de faire. Et je me suis aussi rendu compte que j'aimais bien être seule. Ah ouais? Mais tu vois, c'est un truc, ça m'a paralysée au départ parce que justement, personne ne me disait où aller. Et je me suis rendu compte que toute ma vie, c'était un peu la roue du hamster, la rat race, comme dit Mark Manson. C'est
En fait, il y a toujours un endroit où aller, il y a toujours un truc à faire. Et je pense que c'est ce que les gens ont vécu pendant le Covid. Tu sais, du jour au lendemain, en fait, on a tous fait prépa. Enfin, moi, j'ai pas fait de prépa en l'occurrence, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous eu un peu un parcours type. Et en fait, après, on a eu des jobs qui, pour la plupart, nous ont choisis. C'est pas nous qui choisissons nos jobs. On postule à plein de trucs. Il y en a un qui nous prend. Et en fait, on construit notre vie comme ça. Et au moment du Covid, il y a plein de gens qui se sont retrouvés chez eux et qui se sont dit, mais quel est le sens de tout ça? Et moi, quel est le sens de tout ça? J'ai eu de la chance. Je l'ai eu à ce moment-là, quand je me suis retrouvée toute seule à Manhattan, en me disant... tiens, mais en fait, ça fait ça de pas sortir. Mais d'un autre côté, le fait de pas sortir, est-ce que j'aime vraiment sortir? Est-ce que j'ai envie d'aller au cinéma? Non, j'aime pas trop aller au cinéma. Bah pourquoi quand en fait on me propose d'aller au cinéma, j'y vais? Et plein de choses comme ça. En fait, je m'écoutais pas. J'étais un people pleaser. Donc en fait, c'était une trop belle expérience. Au final, ça t'a fait grandir aussi. Libérateur. Et partir, c'est pareil. Enfin, je te raconte pas tout parce que c'est 8 ans de ma vie, les US, mais je me suis retrouvée aussi pareil, parachutée à Los Angeles pendant une semaine, toute seule. Dans la ville, j'étais censée, donc ça, c'était pas l'onboarding, c'est encore une autre période. Ils m'ont emmené rencontrer l'agence web et du coup, la briefer. Et là, il faut savoir que j'ai 22 balais, que je parle très mal anglais et que mon boss, franchement, j'ai eu trop de chance, j'ai eu un boss un peu inconscient. Il a vu ce truc chez moi où j'ai une énorme... j'ai peur de décevoir. Et je pense qu'on le voit tous maintenant que je suis plus vieille, je le vois chez les autres. Tu sais, c'est ce stagiaire, ce junior où tu sens que même si il sait pas faire, il va être consciencieux, il va jamais te foutre la honte. Et je pense que mon boss, il a vu ça chez moi, il s'est dit, en fait, elle, même si elle sait pas faire, elle va se démerder. Et du coup, il a fait ce truc qu'à l'époque, je me dis, mais il est complètement barge. Et c'est un peu comme quand je prends la parole en public et que je te raconte, en fait, moi, je suis en panique, mais les gens, ils se disent, mais it's OK, en fait, ça se voit pas. Je pense que mon boss, il s'est dit, go, la jeune, part briefer une équipe de 4 personnes, de 4 Américains dans une agence à Los Angeles. Et franchement, le moment où j'arrive là-bas, je suis dans un costume 10 fois trop gros pour moi. Je sauve les meubles, mais à l'intérieur de moi, je vis pas un bon moment du tout parce que je bégaye. J'ai du mal à trouver mes mots. Je vois dans les yeux de mes interlocuteurs que même si mon boss croit en moi, eux, les 4 mecs de l'agence de pub, ils se disent, mais c'est quoi cette boîte de peintre? Genre vraiment d'envoyer une meuf en stage, bien sûr. Mais c'est sûr que je me suis plantée et c'est OK, tu vois, mais j'arrivais pas à dire 2 mots, du coup je dessinais. Oui, on a trouvé des solutions, mais en fait mon boss il est complètement fou de m'avoir mis là-dedans. Vraiment complètement fou, je pense qu'il avait pas le choix, il était sous-staffé et j'étais la seule à comprendre en fait comment faire un site internet et c'était mon engagement. C'était mon engagement de dire, en fait, on va refaire faire le site, on va le faire sur un CMS. Et les CMS, c'est toi qui les administres. Et du coup, en fait, c'est un site sur lequel on va avoir la main de A à Z. Et moi, une fois que mon boss m'a dit, go, vas-y, on le fait, je pouvais pas lui dire, ah non, mais attends, faut que tu me mettes une senior et tout. Donc, j'étais obligée de délivrer. J'avais moi-même creusé ma tombe. Et au final, en fait, ça s'est bien passé. Ça aurait pu être mieux. Mais quand je regarde, je le referai 1000 fois. J'ai pas passé un bon moment, comme souvent quand on est en dehors de sa zone de confort. Mais on l'a fait, il est sorti ce site et on l'a administré tout seul. C'est trop bien, trop bien. Et donc du coup, après, je suppose que t'es restée plus longtemps qu'après le stage dans cette boîte. Je suis restée les 2 ans au final. Je suis restée les 2 ans et j'ai même failli rester plus, mais j'ai pas eu la loterie du H1B, qui est pour ceux qui, pardon, je viens de parler fourche langue. C'est un visa qui est soumis à une loterie. Il y a, je crois, 1 personne sur 3 qui l'a environ. Et en fait, quand tu es en expérience quelque part, il faut toujours que comme tu es sous visa, il faut toujours que tu sois OK avec le fait de partir. Donc, c'est jamais garanti le fait que tu puisses rester. Et plus tu as accumulé les visas, moins tu as de chances de rester. Donc, en fait, à ce moment-là, ça fait 2 ans que je suis là. J'ai fait 2 visas, je crois. Et on tente le H1B et je l'ai pas. Et du coup, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, en fait, dans ces cas-là, tu peux tenter un autre visa, mais il faut que tu changes d'entreprise. Ah, OK, mais c'est tu cruel, peux... OK, je connaissais pas. C'est pour pas que tu restes trop longtemps. Et en fait, pour pas faire des gens un peu indélogeables. Donc, en fait, tu peux faire un autre visa, mais tu dois changer d'entreprise. OK, je savais pas du tout ça. Et du coup, c'est ce qui était arrivé. C'est lunaire, mais efficace. Et du coup, en fait, à ce moment-là, Volvic est distribué chez Maison Kaiser. Et Maison Kaiser est un des revendeurs. Et en fait, j'écris, je fais des centaines de candidatures. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans l'automatisation, parce que j'ai beaucoup automatisé mes envois de candidature. Et du coup, à l'époque, c'était des fichiers Excel. Et en fait, je faisais des envois de call d'email avant que ça existe. Mais du coup, je mettais des balises. C'était bonjour, first name. Non, je suis en expérience chez un. Et j'ai beaucoup d'idées pour votre
entreprise. Donc, j'ai beaucoup d'idées pour Maison Kaiser, j'ai beaucoup d'idées pour Pandora, j'ai beaucoup d'idées. Et en fait, mes trucs, ils brassaient, ils sortaient toute la nuit des nouvelles candidatures. Et mon accroche, du coup, c'était... j'ai beaucoup d'idées pour votre boîte, discutons-en. Toutes les candidatures qui sont déjà sorties, en général, parfois les postes sont pourvus. Okay. Parfois, en fait, t'arrives et c'est trop tard, ton CV n'est pas au-dessus de la pile, tu connais pas les gens. Donc, je me suis dit, en fait, bien sûr, je vais postuler aux offres qui sortent, mais là où j'ai vraiment mes chances, c'est d'aller dessiner des fenêtres et créer des opportunités là où il n'y en a pas. Et en fait, ceux qui disaient, ah bah tiens, je suis OK pour écouter tes idées, bah, tu créais de la dette chez eux. Et en fait, à partir du moment où je leur présentais un PowerPoint avec, c'est la leçon de ce que j'ai fait pour Volvic, tu vois. En fait, j'arrivais en disant, voilà, j'ai vu que vous recrutiez un social media manager. Moi, je fais pas de social media, mais par contre, je peux administrer votre site internet. Et j'imagine, si vous avez des réseaux sociaux, vous avez un site internet. Et en fait, par corollaire, je m'en sortais toujours comme ça, par finir par essayer de créer un poste. Mais tu vois, c'est là où c'est assez fou. Je voulais tellement rester aux US que j'étais prête à n'importe quel poste. Et ma façon de postuler, c'était trouver un visa, en fait. C'était même pas faire un truc que j'aimais. Comment ça se fait que tu voulais vraiment rester aux US et plutôt revenir en France ? Qu'est-ce qui te faisait rester là-bas ? Qu'est-ce que t'aimais ? Parce que j'avais compris que là-bas, tout était possible. Et il n'y avait pas de contrainte d'âge, par exemple. Tu vois, j'ai voulu à un moment rentrer en France parce que j'ai trouvé un job de ouf chez Clarins et Clarins en digital. À l'époque, j'étais passionnée par la façon dont le retail, les points de vente physiques, intégraient des éléments digitaux. Et Clarins commence à faire pas mal de virtual reality. Et en gros, sur leurs soins, skincare, ils mettaient en place des machines dans les magasins et tout. Ils étaient à la pointe là-dessus. Et moi, je voulais vraiment m'intéresser à la digitalisation des magasins. Et en fait, s'ouvre un poste lié à ça à Paris. Et j'avais déjà 2 ou 3 ans d'expérience aux US. Peut-être pas 3 ans, j'exagère. Peut-être 2 ans. Après Volvic, au final. Voilà, exactement. Et c'est à minima après Volvic. Donc, j'ai au moins 2 ans d'expérience. Et en fait, je postule. Et je passe tous les entretiens, donc au moins 4. Et à la fin, ils me demandent mon âge. Et ça, j'oublierai jamais de ma vie. La nana, du coup, moi, je me dis, bah, ça sent bon. Tout était... carré et tout, je reçois un email qui me dit, en fait, compte tenu de votre âge, on va pas pouvoir vous proposer ce poste, mais par contre, votre profil nous a vraiment plu, donc on vous propose d'ouvrir une alternance. Et là, je me dis, bah les gars, en fait, je pense que j'avais 23 ou 24 ans, 24 peut-être, et je leur dis, bah en fait, les gars, moi, j'ai déjà un Master 2, avec 2 ans d'expérience, je peux pas faire une alternance et je vais pas retourner à l'école, en fait. Et en fait, ça, pour moi, c'est la France. Et je me suis pas mal fait taper dessus sur les réseaux sociaux quand je l'ai dit, parce que je comprends, c'est pas agréable. Et il y a plein de gens qui me disent que je catégorise. Évidemment, je catégorise, mais en fait, ce que j'ai vécu aux US, c'était, si t'as des résultats, tout est possible. Et en fait, quand t'as faim, tu finis par trouver à manger aux US. Alors que je pense qu'à Paris, si t'as faim, il faut avoir 10 ans d'expérience en ayant faim, en fait, pour que ça finisse par payer. Et j'ai voulu rester aux US parce que je me disais, en fait, ce que je vais faire ici, je pourrais jamais le faire là-bas. Et quel que soit le job que je crée aux US, j'avais compris que la valeur de ce que je créais là-bas, c'est pas tant le job que tu fais, c'est les compétences que tu développes, les connaissances que tu accumules et le réseau que tu te constitues. C'est au final que tu sois traffic manager, social media manager, digital brand manager, retail manager, pop-up manager, on s'en fout. Les gens qui font la diff au travail, tu le sens, et au final, ils finissent à la place qu'ils ont envie d'occuper. Ok, ouais. Et comment t'as fait, du coup? Donc, t'as trouvé un job aux États-Unis. Enfin, du coup, ils t'ont pris après Alors, Maison Kaiser a répondu à ce fameux email automatisé qui sortait toute la journée. Et quand j'ai fait la présentation de ce que je pouvais apporter, elle m'a dit, la nana, qui était complètement surbookée déjà par ce qui se passait, parce que la boîte était en pleine expansion, elle me dit, écoute, je vais créer le premier poste en marketing. Et du coup, il n'y a personne. Donc, tu feras le lien entre les stores. Il y en avait 10. Donc, c'était quand même beaucoup. Donc, Maison Kaiser, il faut savoir que là-bas, c'est des concepts de restauration. C'est pas juste des boulangeries. Et du coup, elle m'a dit, tu feras le lien entre les stores et les magasins et le siège. Et en fait, là, je me rends pas compte, mais commence le calvaire. Déjà, je bosse dans une boîte familiale, c'est une femme et son mari. Et je pense que c'est un truc qui m'a vachement marqué quand moi, j'ai développé mes business après, que je me suis associée avec mon conjoint. Je me suis dit, il y a un truc qu'il faudra pas reproduire, c'est ce schéma-là, où en fait, j'avais un peu l'impression d'être dans une famille malsaine avec un amour conditionnel. Où, en fait, quand, par exemple, je décevais ma boss ou quand je rendais un truc qui n'était pas suffisamment bien fait, mon autre boss me parlait plus. Et en fait, il y avait une ambiance hyper particulière. Je bossais, mais
Ils m'ont essorée, mais vraiment épuisée. Je pense que je devais commencer à 8h le matin et je devais finir à minuit le soir. Et j'ai fait ça pendant presque 6 mois. En fait, il m'avait fait miroiter un visa à long terme. En gros, il m'avait dit ce que beaucoup de boîtes te disent. Si tu fais tes preuves pendant notre année ensemble, c'était un visa de 1 an ou 1 an et demi, en fait, on va te recruter et tu vas faire partie des membres fondateurs et tu vas aller très loin. Et du coup, moi, j'étais à bloc. Ils t'ont vendu du rêve. Ouais. Franchement, à l'époque, je devais pas être hyper bien payée. Je m'en foutais. Mais par contre, je me disais, vision long terme, ce que ça peut m'apporter. Oui, et puis forcément. Surtout, bosser avec des magasins, moi, c'est ce que je voulais. Et je me suis tuée dans un boulot où, en fait, c'était jamais assez. Et le truc que j'ai découvert après et qui m'a vraiment marquée, c'est en fait, tu peux pas être satisfait du travail de quelqu'un. Là, ce qui était vraiment dur, c'est que je me souviens que ma boss me faisait la gueule. Ah ouais. Et c'est un truc que je me suis dit après, waouh, c'est tellement pas normal de faire ça. Tu sais, c'était vraiment, elle me parlait pas parfois pendant des jours. Parce qu'elle aimait pas ce que tu rendais. Ouais, je me souviens qu'il y avait le bread of the day. Je vous sors un immense dossier, vous devez vous dire. En fait, avec le recul, quand on raconte les trucs traumatisants chez nous, c'est tellement débile. Mais en fait, dans tous les magasins, tous les mardis, il y avait le pain du jour. Okay. Et moi, j'étais pas très bonne en graphisme et il m'avait foutu sur InDesign et en fait, c'était pas mon métier, donc je faisais des choses, mais elle était directrice artistique et déjà, j'avais un énorme complexe par rapport à elle, c'est que moi, j'ai jamais eu de goût. C'est un truc, tu vois, le goût, tu peux le cultiver, mais il y a aussi des gens où naturellement, tu sais, on a toutes des amies, elles mettent un sac poubelle, tout leur va, parce qu'en fait, elles arrivent à associer les choses. Moi, j'ai jamais eu ça. Mes apparts ont toujours été hyper mal décorés. Tu vois, quand je suis arrivée ici, je t'ai dit waouh, mais parce que pour moi, faire ça, les gars, c'est c'est dinguissime. J'ai jamais eu le sens de l'association et en fait, elle, c'était une femme vraiment de goût. Qui du coup était directrice artistique, un métier que je pourrais jamais faire. C'est leur métier en fait, c'est d'avoir du goût, c'est d'assembler les couleurs, de faire en sorte de créer des univers. Moi, j'ai pas du tout de regard, je sais pas faire ça. Et en fait, je l'admirais intensément pour ça, mais ce qui était très dur pour moi, c'est que elle m'emmenait du coup toujours dans ma zone de médiocrité, puisque mon taf de base était de faire en sorte que l'expérience magasin soit parfaite. Donc les requêtes des clients, c'est le fameux poste où j'ai dû virer des gens. En fait, les requêtes des clients étaient satisfaites. Si les clients n'étaient pas satisfaits, je devais aller en magasin et dire qui était à cette heure-là, à tel endroit. Ok, c'est fini, on va devoir s'arrêter là. Donc taf horrible, je faisais la police en gros dans les 10 stores, donc tout le monde me détestait. Et la deuxième chose, c'est que on me demandait tout le temps de faire des tâches que j'avais, tu vois, 24 ans. J'étais de bonne volonté, je bossais comme une cinglée, mais en fait, t'es pas graphiste. Et les outils, c'est pas Canva. Maintenant, en fait, sur Canva, tout le monde peut faire un truc décent. À l'époque, il y avait pas de template. J'étais toute seule devant Adobe InDesign et Illustrator. Et en fait, je recevais l'image du pain, fallait la découper, fallait mettre le fond comme elle voulait, et fallait pas que ce soit de mauvais goût, et fallait gérer tous les alignements. Et je me souviens qu'il y a des soirées où je pleurais parce que j'avais plus à aligner. Parce qu'en fait, j'ai pas de regard et c'est comme si tu demandais à un dyslexique d'écrire correctement, en fait, quand t'as pas le sens de l'association. Et encore aujourd'hui, mon mec, il a un redoutable regard. Il me dit, Caro, il y a rien qui te choque dans cette pièce ? Et tu sais, je suis en souffrance parce que je suis là, waouh, qu'est-ce qui me choque ? Il y a rien qui me choque. Il me dit, mais tu vois bien que le lampadaire est comme ça. Tu vois bien que le cadre est pas droit. Moi, jamais je vais voir ce genre de choses. Et en fait, ce qui a été très dur pour moi, c'est que ça me terrorisait parce qu'elle m'emmenait du coup sur des tâches que je savais pas faire. Elle me disait combien c'était inacceptable et après, elle me parlait pas pendant des jours. Et le pain du mardi, le bread of the week, c'était à chaque fois, je transpirais, j'avais peur. Et quand j'y repense maintenant, je me dis à quel moment une nana de 24 ans, tu l'as fait transpirer sur un truc qu'elle sait pas faire, tu vois, et en lui disant que c'est de la merde, et après tu lui parles pas pendant 2 jours parce qu'elle a raté l'affiche à mettre en magasin. Enfin, tu vois. Et du coup, je me souviens de trucs un peu comme ça. C'est pas grave, ça m'a forgé et c'est un problème de riche, tu vois. C'est pas de la maltraitance, j'ai pas été battue. Mais c'était un job où je me souviens que j'ai eu la boule au ventre pendant 6 mois. Et le plus caractéristique là-dedans, c'est que c'est eux qui m'ont virée. Et que quand ils m'ont virée, en fait, j'ai mis du temps à réaliser que c'était une bonne chose. Parce que je m'étais tellement défoncée qu'on est encore sur ce truc d'irrécupérabilité de la perte. J'ai tellement donné, je me suis tellement épuisée, mais même, j'étais un cadavre. Hein. Tu aurais vu ma tête, j'avais plus aucune santé physique ou mentale. Je faisais que bosser, j'étais essorée. J'avais tous les week-ends, tous les stores qui m'appelaient dès qu'il y avait un problème de service client. C'était pour moi. Tu t'arrêtais jamais. Je m'arrêtais jamais. Et en fait, ils m'ont fait un énorme cadeau.
en me virant, en me laissant 2 semaines pour trouver autre chose. Sinon, je repartais dans mon pays. Donc, ils m'ont laissé un cadeau. Ils m'ont dit, en fait, là, on devrait te virer, mais comme on t'apprécie beaucoup, on va te laisser 2 semaines. Super. Ouais. Ah, ouais. Et ma boss, à l'époque, m'a offert un Moleskine que j'ai encore, que j'ai jamais rempli. Elle m'a offert un Moleskine pour prendre plus de notes. Non. Si. Ah ouais. Et tu l'as toujours. Je l'ai toujours et je l'ai jamais rempli. Mais ouais, honnêtement, c'est des expériences qui forgent, mais c'est les ambiances que je veux plus jamais retrouver de ma vie. Ouais. C'est des alliances et c'est des gens qui te mettent, tu sais, un peu comme la famille Thénardier. Pour ceux qui ont lu les chefs-d'œuvre de la littérature française, il y a souvent ces histoires de, tu sais, des familles et ce côté clanique, en fait, Ouais. d'avoir plusieurs personnes contre toi. C'est un truc qui m'a vachement abîmée en termes de Ouais. confiance en moi, tu vois. Ouais, j'imagine. Et du coup, t'es resté 8 ans aux US? Alors en tout, oui. Alors là, je suis restée Ok. que 6 mois. Ok. Ils m'ont fait un énorme cadeau parce que j'étais pas T'en assez. pouvais plus. Et je pense, j'étais épuisée. Mm. Et je pense, honnêtement, à la fin, j'étais vraiment pas bonne. Hein. J'étais terrorisée de tout. Terrorisée qu'on me fasse la gueule. Et puis je sentais aussi, tout le monde se faisait virer. Hein. Oui. Ce que j'ai pas dit, c'est que rester 6 mois dans cette boîte, c'était un exploit. Que les gens se faisaient virer comme ça pour le moindre truc. C'était une boîte cata. Mm. Mais du coup, ils m'ont fait un énorme cadeau. Ils m'ont laissé 2 semaines de préavis. Et en fait, j'ai réussi en 2 semaines à retrouver un taf. T'as trouvé rapidement quand même. J'ai trouvé les automatisations. Brrr, les automatisations. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que j'ai une de mes amies qui part de son job et qui, entre guillemets, me le donne, quoi. D'accord. Donc, elle me coopte. Et moi, je me retrouve face à un mec qui dit, bah, tu pourrais commencer lundi, ça te dit. Franchement, j'ai même pas posé de conditions. J'ai dit, oui, je prends. Et ça a été mon avant-dernière expérience. Et la dernière expérience, c'est j'avais reçu une boîte de bijoux. J'avais offert à ma mère, j'habitais aux US, Mhm. donc j'étais à New York. Et je rentre en France et je sais pas quoi offrir à ma mère comme cadeau. Ah. Et j'ai très peu de temps en France. À chaque fois, tu sais, il y a 10 jours de vacances aux US, donc Ah oui, on c'est s'attardait très peu. pas. Donc je rentre en France et je fais livrer à ma mère une box. Une box de bijoux. Et je trouve que l'idée cadeau, elle est trop bien. C'était le début des box, c'est My Little Ouais, Paris, ouais. c'est Ah tout. oui, ok. Et en fait, je me dis, bah, c'est trop cool, je vais faire ce cadeau à ma mère. Et en fait, elle reçoit le cadeau et l'expérience est trop bien. Ça n'existait pas à l'époque, Ouais, il y avait vraiment l'expérience box avec la Oui, c'est surprise. bien ça, ouais. Et je me dis, je vais écrire à cette boîte. Et ils avaient à peine un site internet. Ouais, Et mais du coup, je vais démarrer. sur leur page fan Ouais. et je vais leur envoyer un message en leur disant, j'adore l'idée, j'aimerais vous exporter aux US. J'aimerais lancer la boîte aux US. Et en fait, ils me répondent pas pendant 1 an. Et plus tard, il y a un forum qui s'appelle Les Frenchies à New York, Ok. sur lequel il y a plein de Français. C'est un peu une institution là-bas. Et c'est un groupe Facebook. Et un jour, je vois Hello, je lance la marque Emma et Chloé aux US. Non. Et là, j'envoie le message et je dis écoute, il y a 1 an, j'ai mis ce message. Et du coup, ça, c'est ma dernière expérience aux US. J'ai eu la chance, du coup, ils m'ont fait un VIE. C'est quoi un VIE? VIE, c'est tu pars pendant 1 an. Donc, j'ai refait un visa court terme, Ok. mais je m'en foutais parce que je me suis dit, ouais, je vais vivre une expérience entrepreneuriale. Ouais. Et à ce moment-là, ça faisait déjà 6 ans que j'étais aux US. Et du coup, j'avais un carnet d'adresses. Enfin, pour eux, j'étais le VIE en or. Ouais. En fait, je ne savais pas à l'époque que j'ai fait un taf d'entrepreneur. C'est-à-dire Ah que j'ai ouais. activé tout mon carnet d'adresses, j'ai fait tout le go-to-market. En fait, j'ai fait un taf d'entrepreneur en étant en VIE. Et c'était hyper formateur. J'ai appris plein de choses. J'ai encore bossé comme une tarée et beaucoup plus qu'il ne fallait, mais j'ai découvert le e-commerce Ouais. à ce moment-là et on a eu des résultats assez dingues et ça m'a redonné beaucoup confiance en moi. Et t'es resté combien de temps là-bas? Enfin, dans cette J'ai boîte? fait, bah du coup, c'était un VIE, ça devait être 18 mois. Je pense que j'ai fait 18 mois là-bas. Ok. Et le truc qui m'a vraiment marqué, c'est que comme on était 2 à lancer la marque, j'ai ouais, eu vous une. étiez 2, ok. Ouais, on était que 2 dans un bureau, et dont un mec qui avait genre 2 ans de plus que moi. En fait, on était vraiment. Lui, je pense qu'il avait des parts dans la boîte Ok. et qu'il était du coup dépêché par le CEO. Mais en fait, on s'est mis à 2 dans un bureau et il y a là, quoi. On a tout appris en faisant. Moi, du coup, je m'occupais de toute l'acquisition, donc aller chercher les clients. Mais je faisais aussi la compta de la boîte, je me souviens, flécher tous les justificatifs et tout. Mais Ouais, t'as appris sur le tas en fait. ouais, j'ai appris sur le tas et j'ai découvert l'immense pouvoir des réseaux sociaux parce qu'il fallait du coup qu'on remplisse nos pop-up stores.
Ouais. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on louait du coup soit des shelves, donc des étagères. C'est tellement cher New York que tu loues des étagères dans des stores qui existent en mode, c'est comme si je te disais, Mélina, est-ce que je peux placer des livres ici? Et en fait, je paye un loyer pour mes livres, genre 1 000 euros pour laisser mes livres. Si, si. Donc, soit tu loues une shelf, soit tu loues du coup un corner. Et donc, nous, on avait soit des shelves, soit des Mais corners c'était à dans vos des... frais? Non. Ah bah si, Ah ouais, c'était à vos frais, tout ça. on louait, en fait, c'est comme ça que beaucoup de pop-up stores se financent. Imaginons que demain, Ouais. tu me dises, avec mon studio, magnifique studio qui sait très très bien me faire du set design, tu me dis avec mon studio, on va organiser un pop-up store dédié aux fleurs séchées. Ok. Moi, imaginons, je fais des couronnes de fleurs séchées. Tu vas me dire, Caro, est-ce que tu es intéressée? Je te présente, genre, cette étagère-là. On va mettre toutes tes créations et du coup, ça va te coûter 1 000 euros d'être là pour le mois. Bah, tu dis, bah oui, trop bien. Et en plus, le deal, c'est que toi, tu vas payer moins cher, par exemple, plus que 600 euros. Si tu dis, bah moi, je vais activer toute ma base de clients, comme ça, je vais ramener du trafic pour le pop-up store et ils vont être amenés à découvrir les autres marques. Donc, en fait, à ce moment-là, je me spécialise, puisque j'avais aussi un important carnet d'adresses, dans le partenariat. Et mon job, c'est exactement ce que je viens de te décrire. Mon job, c'est de créer une expérience la plus héroïste possible, c'est-à-dire qu'on rentre dans nos frais de fou avec d'autres marques qui avaient soit des magasins, soit qui louaient des corners. Et c'est toi qui allais chercher ces marques-là, du coup. J'allais chercher les marques, je créais l'expérience, le concept. Par exemple, bah tiens, on va faire un pop-up pyjama party chez Caudalie. Ok. Et du coup, en général, je m'arrangeais même pour avoir les emplacements gratuits parce que je créais toute l'expérience. Donc voilà ce qui va se passer. On va dire le dress code pour participer à la pyjama party et c'est rose. Si vous arrivez avec votre oreiller, on vous offre un produit de la marque. Et en fait, j'ai commencé à créer des activations comme ça. Et l'exemple le plus probant que j'ai, et là où je me suis dit, waouh, les réseaux sociaux, c'est un truc de fou, c'est qu'en fait, on loue un espace à titre gratuit en haut d'un pop-up store qui était à Times Square. Ah ouais. Et en fait, à ce moment-là, on décide d'organiser une expérience multimarque. Mais je crois que c'était ça d'ailleurs. C'était une espèce de pyjama party, une beauty party pour les filles. Ok. Et en fait, moi, j'ai tout le premier étage à titre gratuit. Et ce que je fais, c'est que je contacte les plus belles marques françaises. Donc, il y avait Cosmiti, il y avait Caudalie, il y avait une marque qui faisait de l'onglerie. Et en fait, je crois que je mobilise un réseau de 10 marques. Et en fait, je crée sur ce premier étage une expérience où chaque marque est responsable, du coup, peut venir exposer gratuitement, mais doit proposer une expérience. Donc, il y a des mini manicures chez la machin, il y a un bar à thé Cosmi, il y a des petits soins pour le visage Express Caudalie. Et en fait, chaque marque, je leur dis, on va faire une campagne de ouf sur les réseaux sociaux. Vous avez l'emplacement gratuit pour faire une activation. La seule chose, c'est que vous devez offrir une expérience. Ah oui. Et en fait, ce que j'arrive à faire, c'est qu'il y a la queue, mais un truc de ma boule sur tout le pâté de maison pour venir du coup au premier pop-up store Emma et Chloé, qui était la marque que je lançais aux US. Et genre là, mon associé il me dit, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue ce qu'on a fait. Et ça, c'est juste campagne Facebook, un réseau de partenaires, une idée créative où les gens se disent, ah bah ce soir, il se passe vraiment un truc, il y a un concept avec des trucs rigolos, des activations marrantes, il y avait un photobooth, on avait mis en place et que des trucs gratuits. Donc nous, c'était une opération à pratiquement 0 €, à part notre temps, évidemment. Ouais. Et en fait, on s'attendait tellement pas à ça qu'on a très peu vendu parce qu'on avait une seule vendeuse et que la nana était sous l'eau. Mais sous l'eau totale. Mais personne, en fait, n'aurait pu penser que ça allait aussi bien marcher. Mon boss m'avait dit, bah oui, vas-y, teste. Mais le truc, c'est devenu, même les partenaires, enfin, personne n'en revenait. Et du coup, c'est là où c'est intéressant aussi, la vraie leçon entrepreneuriale de ça, c'est que tu vois, au final, on a été perdants. C'est génial. On a découvert qu'en fait, les activations, ça marchait. On a aussi découvert que c'est débile d'avoir fait tout ça pour vendre si peu, parce qu'en fait, on s'était pas attendu au succès. On s'était préparé au pire, mais on s'était pas préparé au meilleur. Ouais, c'est souvent comme ça. Hein. Souvent, on pense au pire avant le meilleur. Ça, c'est le cerveau, ouais. Ouais, c'est vrai. Tu nous as expliqué un peu ton parcours US. Est-ce que ça t'a permis de devenir la personne que tu es aujourd'hui par rapport à tous tes business que tu as en France maintenant ? Bah complètement. En fait, le moment où je me suis dit, waouh, ça permet ça, en fait, le social media, je me suis rendu compte de l'énorme impact que ça allait avoir sur l'économie de demain. Et je pense que quand tu as vécu aux US, tu as 5 à 10 bonnes années d'avance sur ce qui va se passer en France. Et du coup, je te la fais courte, mais suite à ça, je me fais débaucher par une des marques partenaires qui me dit, Caro, t'es géniale, je veux que tu fasses la même chose chez nous. Sauf qu'en fait, ils changent d'avis pendant les démarches de visa. Et là, patatras, je me retrouve après 8 ans aux US, en ayant l'impression d'avoir signé le job de ma vie. Bah, en fait, je me retrouve à 29 balais chez mes parents,
du jour au lendemain en me disant mais j'ai jamais voulu rentrer, mais en fait, waouh, je suis rentrée, je suis là. Et grosso modo, mon premier réflexe, c'est de chercher du taf sur LinkedIn. Et en cherchant du taf sur LinkedIn, je suis là, genre, je fais un truc qui me paraît assez naturel en ayant grandi, entre guillemets, aux US. C'est que je parle un peu de ce que je sais faire, de mes compétences. Je me dis, je vais pas juste répondre à des offres d'emploi. Je vais expliquer ce que je sais faire et peut-être que ça va venir, ça va faire venir des gens. Et en fait, je raconte, du coup, moi, je faisais du growth marketing, donc du marketing très ciblé sur l'acquisition, le ROI, la performance. Et je raconte ce que je fais. Et en fait, je me rends compte que le marché est en train de s'ouvrir à fond là-dessus. Donc, en fait, tout le monde commence à m'appeler pour me demander des conseils sur le partenariat. J'arrive pas à trouver des clients, mais même des super belles marques, tu vois, me contactent. Et en fait, à ce moment-là, à l'insu de mon plein gré un peu, j'avais signé un CDI pour faire plaisir à ma mère et acheter un appartement. Heureusement que j'ai acheté cet appartement parce qu'aujourd'hui, c'est mon studio de prod. Et ça n'a pas servi à rien de faire les choses dans l'ordre. Mais j'ai fini par quitter mon CDI pour lancer du coup une plateforme tech qui était un outil marketing et qui permettait justement de scaler ma connaissance en partenariat. Vu que je passais mon temps à connecter les gens, j'ai dit les gars, je vais vous mettre un algorithme Caroline Mignot. Et en fait, vous allez matcher entre vous parce que le match, il est si facile à faire quand t'as du carnet d'adresses. C'est tellement facile de trouver des synergies entre les gens. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire « Ah, je suis graphiste, je cherche des clients » et quelqu'un qui va te dire « Ah, je cherche un bon graphiste. » Et en fait, ma vie, c'était de faire ça. Et donc, au bout d'un moment, j'ai fait une place de marché où les gens pouvaient trouver en fait ce qu'ils cherchaient dans leur réseau et faire de l'échange, du troc de produits, de services. Et en fait, ce truc-là, le marché était trop petit. Je l'ai lancé trop vite, mais ça a été un peu ma première marche. Et aujourd'hui, je te la fais courte, mon gros bébé, c'est Agence Personnelle. On crée du coup du contenu court, de la vidéo courte pour des individus qui veulent justement faire rayonner leur marque. On pense qu'aujourd'hui, plus personne ne veut écouter des entreprises parler. Tout le monde en a ras-le-bol des discours commerciaux. Et la nouvelle façon, je pense, d'engager les gens et de leur créer de l'attachement à ce que tu fais, c'est de leur partager un bout de toi, ta vulnérabilité, ton histoire. C'est ce qu'on fait là aussi toutes les deux. Mais je pense que le discours commercial doit se dépublicitariser. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met les individus sur une chaise comme une Mélina. On les met à l'aise et on les fait parler de leur expertise. Et on parie que en venant de leur expertise, les gens vont finir par avoir besoin d'eux ou vouloir les recommander et que c'est ça le marketing de demain. Donc, c'est ce qu'on fait avec Agence Personnelle. Donc, en fait, tu aides les gens à trouver... Les entrepreneurs à communiquer sur leur savoir-faire. Et du coup, on fait de l'acquisition sur les réseaux sociaux à très, très haute fréquence. Le but, c'est, je viens de commencer ma boîte. Je suis personne sur les réseaux sociaux. Je veux que les gens, en fait, quand ils pensent à studio de production, ils pensent à moi. Quand ils pensent à reconversion, ils pensent à mes services en bilan de compétences. Et en fait, on relie un expert à sa thématique. C'est trop, il n'y en a pas beaucoup qui le font, ça, je pense. On était en tout cas les premiers à le faire. Quand il y en a beaucoup qui le font, c'est très bon signe, c'est que le marché est mature. Et là, on est déjà en train d'aller vers les étapes d'après. Donc, on évolue cette année, on accompagne de plus en plus de créateurs. L'idée, c'est qu'une fois que tu as développé une audience, on t'aide à la monétiser avec des marques. Et du coup, tu peux rembourser ton plan agence personnelle. Donc, c'est ça qu'on essaye. On essaye de devenir un peu la première agence de la créateur économie. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup pour ta venue et je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Merci à toi, à très vite. Et si vous avez des questions, on vous attend sur YouTube et on répondra à tout le monde. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné pour une évolution pro ou un changement de carrière, vous pouvez nous contacter. Toutes les infos sont en description. À très vite pour un prochain épisode.